Demat à Degemermat, mes chers auditeurs. Je suis le Marweiler et je reviens aujourd'hui pour vous parler quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. En effet, à contre-courant de la pensée dominante occidentale, qui perçoit immédiatement comme suspecte la moindre démonstration de patriotisme, je voudrais faire aujourd'hui un éloge du nationalisme. Alors en premier lieu, il est extrêmement important de bien définir le nationalisme, de quoi on parle. Car, on ne le rappellera jamais assez, ses principaux ennemis, à savoir notamment les gauchistes bas du front, sont incapables, et je dis bien incapables, de définir le nationalisme, notamment parce qu'ils le confondent avec l'impérialisme. Car, pour eux, parlez-leur de nationalisme, ils vous répondront nazisme, bruit des bottes, etc. Or, dès lors qu'on s'intéresse aux principaux éléments politiques du mouvement nazi, qu'il s'agisse du mouvement Völkisch, qu'il s'agisse de la notion de Lebensraum, ou encore du pangermanisme nordique, on réalise très très vite que le programme national-socialiste n'est pas un programme nationaliste. C'est un programme impérialiste. Et c'est pour ça que vouloir mettre à équivalence les figures de Franco, de Mussolini, d'Hitler, de Salazar, de Pinochet et leurs doctrines respectives est absurde. Parce que justement, ces doctrines n'ont rien à voir. Et un certain nombre d'entre elles, comme notamment le nazisme hitlérien, eh bien comme on vient de le voir brièvement, ne sont pas du nationalisme. Le nationalisme positif, idéologie politique dont se revendique le nationalisme breton dans toutes ses itérations, n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais un impérialisme. Donc cette clarification était essentielle à faire car elle nous permet de comprendre quelque chose d'important. La définition du nationalisme qu'ont nos adversaires n'est pas une définition réelle du nationalisme et c'est extrêmement important pour le comprendre. Encore une fois, la plupart des critiques que les gauchistes adressent au nationalisme sont en réalité adressées à l'impérialisme. Et en particulier à l'impérialisme idéologique moderne, qui est très souvent un impérialisme de gauche. Et donc, là où l'impérialisme, tout comme le gauchisme en général, est une pulsion destructrice, eh bien le nationalisme est une pulsion de vie, en fait, parce que c'est une pulsion d'amour. Pourquoi ? Parce que l'élan vital du nationalisme, c'est l'amour de sa terre, de son pays et de son peuple. Et c'est donc quelque chose de fondamentalement positif, par opposition au mouvement de type anti-quelque chose, anti-fasciste, anti-capitaliste, etc., qui sont d'abord des pulsions négatives, puisque leur propre étant d'exister en opposition à quelque chose et non pas de vouloir construire quelque chose, et donc, en fait, ces mouvements anti sont des mouvements de destruction par nature, alors que le nationalisme est un mouvement constructeur, constructif par nature. Et donc, en cela qui est un mouvement positif, constructif, eh bien, le nationalisme est quelque chose qui va tendre, et je dis bien tendre, à être naturellement bon. Et en fait, comme nous admirons et comme nous aimons notre propre culture, eh bien, en tant que nationalistes de notre propre pays, nous pouvons admirer la culture spécifique des autres pays avec lesquels nous avons une affinité. Pour l'exemple, comme vous le savez, je me suis rendu récemment avec une délégation du Parti national breton à Leisgerwijk, qui est un festival nationaliste flamand, et au sortir de celui-ci, ayant été profondément touché par ce que j'ai pu y voir et les personnes avec qui j'ai pu échanger, j'ai déclaré à nos hôtes, si je n'étais pas né breton, j'aurais voulu être flamand. De même, je suis un profond admirateur de la culture
irlandaise et notamment de la musique. Je suis profondément attaché au peuple chrétien d'Arménie et d'Éthiopie. Je m'intéresse à l'histoire de la Grèce et de l'Écosse. J'ai une certaine amitié avec le sud des États-Unis, Dixieland. Mais toutes ces cultures, je les aime dans ce qu'elles ont d'unique et de spécifique, dans ce qu'elles ont en fait de propre en elles, de national. Si l'Irlande cessait d'être irlandaise, susciterait-elle encore mon intérêt ? Ce n'est pas sûr. Et ainsi, de même, lorsqu'une culture étrangère m'offre à admirer ce qu'elle a de spécifique et de magnifique à travers un support ou lors d'une visite, eh bien, je vais me laisser émerveiller. Et je pense ainsi, notamment, à des jeux vidéo comme Kingdom Come Deliverance, qui m'a fait découvrir la société tchèque médiévale, ou encore plus récemment Black Myth Wukong, jeu vidéo qui se veut être une pure production culturelle chinoise, qui est absolument magnifique, et qui, étrangement, est haï des woke et des gauchistes en général, et cela nous amène à une conclusion éclatante, à savoir que le nationaliste aime la diversité, et il y est même profondément attaché. Mais, et c'est là toute la clé, pas n'importe quelle diversité. La diversité à laquelle le nationaliste est attaché, c'est la diversité des cultures, chacune vivant dans son espace géographique propre, délimité par ses frontières. Et c'est là la véritable diversité. Non pas la diversité ethnique qu'appellent de leur vœu les décadents gauchistes, et qui n'est en fait rien d'autre qu'un cosmopolitisme colonisateur, qui étrangement ne concerne que les blancs parce qu'on ne les entend pas parler de cosmopolitisme pour l'Afrique ou l'Asie, et qui amène inéluctablement la destruction des cultures et de la véritable diversité en Europe par la submersion des populations européennes sous des hordes d'Africains déracinés et cosmopolitisés, par la faute de ce même gauchisme, avec la complicité des grands patrons qui y voient une main-d'œuvre pas chère et facilement malléable. Voilà donc le premier point, le nationalisme célèbre la véritable diversité, qui n'est pas le cosmopolitisme. En second, en plus d'un amour, donc d'une pulsion vitale positive tournée vers l'extérieur, le nationalisme est également une pulsion vitale positive tournée vers l'intérieur. En effet, il exalte l'amour de la nation, de son peuple et de ses symboles. Et il crée, en fait, une communion entre l'ensemble des composants du peuple, indifféremment de la classe sociale. En effet, le nationalisme, l'amour de la nation, crée un lien transcendantal entre chaque composante de la nation. Autrement dit, c'est la seule configuration idéologique dans laquelle un bourgeois riche peut rencontrer un ouvrier pauvre et le serrer dans ses bras et l'appeler mon frère. Parce que la République française et les gauchistes se vantent de leur amour de la fraternité, mais la réalité c'est que la fraternité se déroule naturellement dans la communion ethno-nationale. Et ce, pour des raisons approximativement identiques à la fraternité au sein des communautés religieuses. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant quelque chose de transcendant qui nous unit, eh bien, naturellement, nous tendrons à nous rapprocher de ceux qui ont quelque chose en commun avec nous. C'est de la sociologie naturelle de base. Et donc, le nationalisme, en interne, est nécessaire à la bonne structuration d'une nation. Dans l'absolu, ce n'est pas par hasard si les deux mots sont liés. Et c'est ça, au final, que l'on peut retenir, c'est que l'amour de notre pays nous amène inéluctablement à aimer les nôtres, c'est-à-dire notre peuple. Tout comme, on l'a vu, il nous amène à aimer les autres peuples. Et si on devait réaliser une parabole sur le nationalisme positif, on dirait que le nationalisme positif veut construire des ponts entre les peuples, là où l'internationalisme veut abattre des murs. Sauf que, si vous abattez vos murs, n'importe qui peut rentrer dans votre maison et, pardonnez ma vulgarité, vider votre frigo, chier sur votre paillasson et coucher avec votre femme. Ces murs allégoriques que sont les frontières garantissent l'intégrité d'un peuple et de sa culture. Et donc, au niveau mondial, les frontières garantissent l'altérité des cultures. Et c'est pour ça qu'en tant que nationaliste, la protection des frontières est quelque chose d'absolument vital. De même, le nationaliste est le véritable féministe. En effet, on rappellera que les gens qui se prétendent féministes
et qui nous parlent de l'indépendance, de la femme, etc., n'ont réussi en fait au final que 3 choses avec leur idéologie. En premier lieu, ils ont réussi à arracher la femme à son rôle naturel de mère et de protectrice des enfants, et donc à détruire celle qui était le cœur, le centre, le noyau de la famille, car la famille gravite naturellement autour de la mère. En second, ils ont jeté la femme sur le marché du travail alors qu'elle en était jusqu'à présent relativement préservée, et l'ont incitée à se tuer à la tâche et à se mettre en concurrence avec les hommes pour le plus grand profit, encore une fois, des grands patrons et du capitalisme. Car en vérité, le véritable vainqueur de l'émancipation de la femme, eh ben ce n'est pas la femme, en fait. C'est le capitaliste, pardonnez-moi l'expression, qui crée une situation concurrentielle qui ne bénéficie qu'à lui. Donc, en fait, sur ces aspects-là, le féminisme fait le jeu du capitalisme. Et enfin, en troisième lieu, le féminisme a mis en danger les femmes. Et ce, de 2 manières. D'une part, en retirant à l'homme son rôle de protecteur vis-à-vis de la femme. Ce rôle qui avait été construit pendant des siècles, voire des millénaires, notamment par l'influence du christianisme, et qui enjoignait aux hommes de défendre les femmes lorsque celles-ci étaient en danger. Et d'autre part, l'autre élément de cette mise en danger est bien entendu l'immigration massive par des hordes d'Africains, qui représente un danger bien réel et concret pour les femmes de notre peuple. Un exemple très concret, c'est la Suède, qui est devenue le 3e État avec le plus fort taux de viol au monde. Et ce, alors que la Suède est un des pays les plus féminolâtres au monde. Donc, en fait, le féminisme gauchiste woke est un danger pour les femmes. Et par opposition, le nationalisme, de par tous les éléments que j'ai évoqués, et notamment la fraternité ethno-nationale, eh bien, il se veut, et il se doit d'être, protecteur des femmes de son peuple. D'abord, parce qu'elles en font partie, et aussi parce qu'elles représentent son avenir. Sans femme bretonne, pas d'enfant breton. Ça paraît logique. Et ainsi, avec cela, nous avons répondu à l'une des 2 grandes objections antinationalistes, à savoir celle qui vient vous dire que le nationalisme, c'est le chauvinisme et la haine refermée sur elle-même. On vient de voir que ce n'est pas le cas. Cette idée très chère notamment à François Hollande ayant été battue en brèche, nous pouvons à présent nous attaquer à cette autre citation de François Mitterrand récemment reprise par Emmanuel Macron, à savoir que, soi-disant, le nationalisme, c'est la guerre. Et qu'en est-il réellement ? Eh bien, quand on observe l'histoire, on constate que les nationalistes, en général, sont relativement peu pourvoyeurs de guerre. Rappelons, encore une fois, qu'il ne faut pas confondre nationalisme et impérialisme. Le cas de Franco et de Salazar est particulièrement démonstrateur de ce nationalisme qui, justement, ne cherche pas à s'exporter par la guerre. En effet, Salazar, tout dictateur qu'il soit, et tout nationaliste qu'il soit, n'a tout simplement jamais déclenché de guerre. Bien au contraire, il a considéré qu'une politique de neutralité était dans l'intérêt de l'État portugais, et ne s'est donc engagé ni dans l'Axe, ni avec les Alliés, bien qu'il ait, indirectement, quelque peu soutenu les Anglais, notamment vis-à-vis de la politique de Lebensraum de l'Allemagne hitlérienne, qui englobait le Portugal, et donc prévoyait l'annexion de celui-ci. Au contraire, il a négocié une alliance avec l'Espagne franquiste, qui était également nationaliste et pas impérialiste, et ainsi, au final, à l'époque où le monde entier, pratiquement, se mettait sur la figure, eh bien ces États nationalistes ont choisi de rester neutres. De manière générale, le nationalisme ne devient vindicatif que lorsque la nation est menacée, ce qui est, somme toute, relativement naturel. Lorsque la société est unie et apaisés, ceux qui aiment la nation vont plutôt tendre à être en fait. Ils n'auront aucune raison réelle de se montrer vindicatifs, et donc ils ne le seront pas, en dehors de quelques éléments nihilistes aimant un peu trop la castagne, et que l'on retrouve de toute façon dans tous les groupes et dans toutes les idéologies politiques. Le nationaliste donc élève la voix lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsque la nation est menacée, ou lorsqu'une composante organique du peuple est menacée. Et ça, c'est somme toute très naturel. Lorsque quelque chose vous menace, et menace ce que vous aimez, vous vous élevez pour le défendre. N'importe qui est à même de le comprendre.
Et voilà en fait la réalité de ce qu'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est sain, c'est bon, c'est une doctrine portée par la volonté de faire le bien, d'exercer la vertu envers sa nation, sa terre et son peuple. Le nationalisme positif est protecteur et bâtisseur, en particulier envers ceux qui lui sont naturellement proches. Et vis-à-vis du lointain, il est à la fois admirateur de ce qui est bon dans les autres peuples et ce qui est spécifique chez eux, tout en faisant le nécessaire pour se prémunir de ce qui est dangereux pour lui. Le nationaliste est donc un homme prudent et sage. Et in fine, le nationaliste, je ne dirais pas qu'il est vertueux, puisque l'être de vertu est un idéal à atteindre, mais en tout cas qu'il cherche à tendre vers cet idéal. Et dans la mesure où il ne tombe pas dans l'écueil impérialiste, eh bien, le nationaliste est un idéal pour son peuple et pour sa nation. À nous donc de représenter cet idéal de vertu, de charité, de loyauté et d'honneur. Il veut le bien et la prospérité de son peuple et non pas le maintenir dans la misère pour faire son beurre électoral dessus, comme à tout hasard les socialistes et les communistes. En bref, faites honneur à votre pays, faites honneur à votre peuple et faites honneur à votre nation. Soyez un nationaliste breton. Bevet Breiz, Breizatao.